Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Avant de commencer ma conversation, je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme La Voix d'Athéna. Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et vous déployer sans retenue ni délai. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Lily Barbery. Lily a été journaliste pendant près de 15 ans, d'abord pour le magazine Vogue, puis pour M, le magazine du Monde, spécialisé dans le domaine de la beauté et du bien-être. En novembre 2015, les attentats à Paris ont provoqué chez Lily une prise de conscience qui l'a conduite à questionner le sens de son existence. Elle avait alors l'impression d'être complètement séparée de son corps, mais aussi de son activité professionnelle. Elle voulait se réconcilier avec son corps, mais ne savait pas comment. Elle a commencé à prendre la parole sur ce sujet début 2016 sur son blog et la conversation engagée avec ses lecteurs l'a bouleversée. En chemin vers plus de sens, elle démissionne, s'éveille à plus de spiritualité puis découvre le Kundalini Yoga, pratique dans laquelle elle s'est totalement immergée. Au fil des cours, elle décide de se former à l'enseignement de cette pratique qu'elle transmet depuis 2018. Lily est aussi l'auteure de 2 livres, Pimp My Breakfast, qui a été publié en avril 2018, et La Réconciliation, qui a été publié en septembre 2019 aux éditions Marabout. Cet épisode est pour vous si vous avez du mal à aimer votre corps et vous en avez marre de lutter avec vous-même. Vous aimeriez bien trouver la paix en vous, celle qui ouvre la voie des possibles et de la joie. Vous avez parfois l'impression de vivre à quelques centimètres de votre corps et vous aimeriez découvrir quelques clés pour enfin vous incarner. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi est-il parfois si dur de s'aimer et comment oser croire que c'est possible de changer? Quel rôle peut jouer la spiritualité dans un chemin de transformation? Qu'est-ce que le yoga Kundalini et quel impact cette pratique peut avoir sur notre vie? Alors bonjour Lily, bienvenue dans ce podcast. Bonjour, merci de me recevoir. Alors la première question que j'ai envie de te demander, c'est comment arrives-tu dans cet épisode? Comment tu te sens dans ton corps, dans cet instant présent? Je me sens comme quelqu'un qui a fait un très bon repas avec une amie chère à mon cœur. Et donc, je suis assez heureuse de ce moment convivial qu'on vient de partager. Et je me dis que j'aurais peut-être pas dû reprendre 2 fois de toutes les bonnes choses qui étaient à table. Voilà comment je me sens. Alors, je commence par cette question parce que ton livre, La Réconciliation, a pour sous-titre « De la haine du corps à l'amour de soi ». Et je trouve que c'est un titre très très fort qui parle de ton parcours, de ton vécu. Et peux-tu nous raconter cette phase de ta vie
où tu sentais de la haine pour ton corps? Ben, oui, c'est fort et en même temps, c'est partagé par un très grand nombre de personnes, hein. C'est assez rare quelqu'un qui puisse dire j'aime mon corps, je le trouve magnifique tel qu'il est. Moi, je me suis aperçue que je m'étais habituée à le détester. C'était juste un état naturel, en fait, de décortiquer ce corps quand je passais devant un miroir et de choisir les zones que je trouvais jolies et les zones qui me déplaisaient. Et finalement, les zones qui me convenaient étaient réduites à un tout petit peu pourcentage de la superficie totale. Mais si j'avais pu, je me serais coupé les jambes, je me serais retiré une partie de la poitrine, des fesses, des seins. Donc moi, honnêtement, j'avais la sensation que c'était vraiment partagé par un très grand nombre. Cette situation en fait de détestation corporelle, et d'ailleurs je voyais pas en quoi ça pouvait être un problème parce que j'avais appris que ce qui comptait c'était d'avoir un cerveau, une tête bien faite, et qu'à partir de là le reste c'était plutôt superflu. Mais j'ai pris conscience en fait assez tardivement, l'année de mes 40 ans, qu'il était vraiment il fallait absolument que je prenne soin en fait de ce corps, et que c'était pas en fait qu'il y avait une autre voie qui était possible, que non, on n'était pas obligé de se détester physiquement. En effet, je me reconnais tout à fait et je crois qu'on est de nombreuses femmes à avoir ce ressenti. Moi, je me souviens pendant des années, quand je rentrais dans une pièce, ça pouvait être à une soirée, ça pouvait être dans une salle de musée. Je me souviens très bien d'une scène dans une salle de musée où j'étais avec mon mari et je suis rentrée dans cette salle et en fait, au lieu de regarder les tableaux, je regardais les autres femmes dans la salle et je cherchais à me positionner. En fait, je cherchais quelles sont celles qui sont plus belles que moi, plus jolies, et donc j'étais dans un mécanisme de comparaison de moi-même avec les femmes dans la salle, au lieu de regarder les tableaux qui étaient sur les murs. Et ça m'a vraiment, vraiment profondément marqué ce moment. Et aussi ce que tu dis dans cette injonction, enfin, je sais pas, c'est une injonction, mais on nous a dit, voilà, ce qu'il faut, c'est avoir une tête bien faite. Et puis, quelque part, moi, j'avais l'impression que ça m'arrangeait bien. Je me disais, ce qui compte, c'est que je prenne des bonnes décisions. Ce qui compte, c'est que je sois intelligente. Et puis, ben, tout ce qui est en dessous de la tête, c'est un peu ce truc contraignant qu'il faut garder en santé pour pas que ça tombe malade, mais surtout qu'il faut, le corps, c'est cette chose, il faut que ce soit conforme à ce que je pense que les autres attendent de moi pour être aimé, en fait. Et en fait, c'était un peu une course infinie que je pouvais jamais gagner. En fait, j'étais jamais assez belle, jamais assez mince, jamais assez bronzée, toujours trop de cellulite, toujours trop de ceci, pas assez de cela. Et donc, c'était plus simple de s'enfermer dans la tête et de se dire ce qui compte, ça va être d'être intelligent. Donc oui, je résonne très fort avec ce que tu dis. Et alors, qu'est-ce qui, selon toi, contribue en fait à ce mal-être intérieur? Donc il y a cette injonction, de soi mince, toutes les magazines féminins avant l'été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, selon toi, qui contribue à ce mal-être intérieur que nous sommes si nombreuses à ressentir? Moi, je suis pas trop à chercher des coupables à l'extérieur, c'est-à-dire que il y a des conditionnements en fait qui permettent à cette situation d'exister, ça c'est sûr, qui sont favorables, mais en fait, moi, je prône beaucoup de responsabilité personnelle. Je pense que il y a la nécessité en fait pour chacun de reprendre son plein pouvoir et de se rendre compte qu'on est des êtres créateurs et qu'on peut créer totalement notre réalité. À nous de choisir avec quoi on va raisonner et dans quelle énergie on va investir tout notre capital en fait. Donc il y a plein de choses qui provoquent en fait cet état de séparation en fait entre l'esprit et le corps. Et je crois que l'une des premières raisons, c'est justement de ne pas avoir de vie spirituelle. Parce que l'esprit étant toute chose dans l'ongle de mon petit orteil comme dans ma tête, et bien au-delà d'ailleurs, bien au-delà de mon corps physique. Donc je crois surtout que j'étais dans un état de séparation totale, où je me sentais divisée moi-même, parcellée, fractionnée, et finalement j'imaginais que c'était normal, voire même souhaitable
de ne pas se trouver jolie physiquement, pour moi, c'était finalement un signe d'intelligence, de me rendre compte que voilà, ça n'avait pas grande importance, qu'il n'y avait pas à se trouver jolie. Donc, il y a plein de conditionnements et on est c'est systémique, c'est-à-dire qu'il y a une répétition permanente, mais elle n'est pas réservée aux femmes. Évidemment, elle est très violente pour les femmes parce qu'elles sont beaucoup jugées sur leur apparence. Mais la scène que tu viens de décrire dans un musée, il y a beaucoup d'hommes qui la vivent aujourd'hui parce qu'ils sont eux-mêmes pressurisés pour rester minces. Cette mode des années 70 ou 80 où les hommes dirigeants étaient tous bedonnants, elle est passée. Et aujourd'hui, il y a également une pression sur le corps musclé. Chez les très jeunes, par exemple, on voit chez des lycéens et des garçons énormément de jeunes qui font de la musculation pour se sculpter en fait un corps absolument parfait et qui subissent finalement exactement les mêmes pressions que celles que les femmes subissent depuis des siècles, mais légèrement différentes. Ça va pas se mettre sur ça va pas se poser sur exactement les mêmes zones du corps, etc. Donc, plus on va être conscient de ça, plus on va réussir à s'en libérer. La grande difficulté, c'est quand on vit sans être conscient de ce qui est en train de se dérouler et qu'on est pris au piège de conditionnement auquel on finit par adhérer pleinement. Moi, j'étais pas consciente que mon rapport à mon corps ou à mon alimentation posait problème, puisque j'étais entourée de gens qui étaient à peu près dans le même état que moi, et lorsqu'ils ne l'étaient pas, je me disais qu'ils étaient probablement extraterrestres et que ils avaient sans doute d'autres addictions qui étaient tout aussi graves que la mienne. C'est comme ça que je me rassurais. Donc, je crois qu'on est dans un moment où on a la possibilité aujourd'hui, avec de nouveaux outils, d'être soit dans un jugement permanent de nous-mêmes, dans la comparaison que tu viens de décrire, ou bien d'être pleinement et de pouvoir assumer toutes nos fragilités, notre vulnérabilité. Et du coup, là, on entre dans un nouvel état d'être qui est beaucoup plus simple à vivre. Oui, tout à fait. Et alors moi, je suis curieuse de savoir quel a été ton déclic, qu'est-ce qui t'a permis de comprendre que ça devait changer et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à croire que c'était possible ? D'abord, je crois que je m'auto-soulais moi-même avec une plainte permanente dans ma tête. Je pense que on a tous connu des périodes très difficiles où au bout d'un moment on est en boucle sur un sujet et on s'en plaint et ça n'évolue pas et on se dit mais comment faire ? Donc finalement j'ai eu envie de partager en fait cette difficulté. Le fait de la partager sur mon blog, ça a provoqué beaucoup de réactions. Le fait de recevoir autant de messages, je me suis sentie responsable aussi de cette conversation que j'avais créée. Et je crois que c'était un premier pas pour demander à l'aide en fait. Et publiquement, en fait, de manière très simple, j'ai besoin d'aide, je trouve pas la solution. Et pourtant, j'avais beaucoup cherché, j'avais beaucoup œuvré, j'avais fait énormément de thérapies, de tentatives de thérapie psychocorporelle aussi, de sports divers et variés, évidemment de tonnes de régimes différents. Et rien de ce que j'avais entrepris ne m'avait permis jusque-là de dépasser en fait cette situation. Donc j'étais juste fatiguée et lasse. Mais finalement, c'est juste le point de départ d'une prise de conscience beaucoup plus grande qui est je suis dans un état de séparation et est-ce que je peux sortir de cette dualité pour revenir au centre ? Le centre de quoi, j'en avais aucune idée, mais c'était au fond, j'avais besoin de trouver du sens et de trouver une solution, une porte de sortie. Donc le déclic, il est venu parce que la situation était devenue insupportable pour moi. Et du coup, je me suis mise en quête. Mais je ne voulais pas ni entamer un énième régime, ni aller me faire masser chez une masseuse pour faire du drainage lymphatique. C'était pas ça qui m'intéressait, quoi. Donc, finalement, les grands déclics, ils ont été plus autour de rencontres. Rencontre avec le chef Olivier Rollinger, qui a beaucoup compté pour moi. C'est un chef en France qui est installé à Cancale et qui cuisine avec beaucoup d'épices. Il s'est fait connaître, en fait, en revisitant la cuisine autour des épices.
Et il a vécu un événement dans sa vie très fort. Et il a été, quand il avait une vingtaine d'années, il a subi une attaque sans raison de 5 jeunes gens qui avaient entre 13 et 18 ans et qui se sont livrés à un véritable lynchage avec une grande violence. Et il s'est retrouvé laissé pour mort dans la rue. Et il a subi énormément d'opérations et une très longue hospitalisation qui ont fait que ça a totalement changé le cours de sa vie. Et cet épisode dramatique, ce cataclysme, il me l'a raconté l'année où j'ai pris conscience que j'étais justement malheureuse et pas bien dans ma peau. Il me l'a raconté comme si c'était sa chance. Un moment de bascule qui lui avait permis finalement de devenir qui il est aujourd'hui. Et le fait qu'il soit pas dans la plainte, mais qu'il ait transformé une situation dramatique en un terreau fertile pour lui de créativité et qui a fait de lui le restaurateur et l'homme entrepreneurial qu'il est devenu, ça m'a vraiment énormément inspirée. Et de fil en aiguille, quand on se remet sur un chemin d'inspiration, comme par hasard, tout vient à nous. Et j'ai découvert le Kundalini Yoga quelques semaines plus tard, en fait, un peu forcée par une amie qui m'en avait dit le plus grand bien. Mais moi, je n'étais pas spécialement attirée par le yoga et encore moins par un yoga où on chante des mantras. Et finalement, par politesse, je l'ai suivi. Et là, je suis un peu tombée dans la marmite. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça, du yoga Kundalini? Qu'est-ce que tu as compris d'abord en tant que... Quel a été ton ressenti et ton vécu en tant que femme à l'époque et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'enseigner? J'avais pas d'attente. Alors, ce que je vais dire va créer des attentes pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, j'en suis désolée pour eux parce que c'est magnifique de découvrir quelque chose quand on n'a pas d'attente. Je suis rentrée dans ce cours. Donc, faites pause, allez essayer un cours et après venez écouter la suite. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a rien qui vous apprenne mieux les choses que l'expérience par nous-mêmes. Hein. Donc, ce que j'ai compris, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est une joie immense de n'avoir pensé à rien. Et ça, c'était d'un grand repos de ne pas avoir eu l'occasion de penser, parce que j'étais tellement concentrée sur tout ce qu'on m'avait demandé de faire, les mouvements en haut, à droite, à gauche, circulaires dans un sens et puis dans l'autre sens, les respirations très particulières qui m'avaient demandé beaucoup de concentration, que j'avais trouvé difficile, et puis ces mantras chantés dans une langue que je ne connaissais pas, l'agencement de musique qui m'avait beaucoup plu, le fait de travailler les yeux fermés aussi m'avait beaucoup plu parce que j'avais oublié mon corps justement, enfin en tout cas j'avais oublié de me regarder et de me comparer et comme c'est pas un yoga acrobatique qui demande tout de suite d'avoir une souplesse incroyable pour pouvoir attraper son pied en mettant son bras derrière son cou ou je ne sais quoi, c'était quand même, ça restait accessible pour moi alors que j'étais pas du tout en forme physique à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup aimé et je me suis sentie invincible en sortant. J'ai senti que il y a rien qui pouvait m'arriver et ça c'était quelque chose que j'avais pas ressenti depuis des mois puisque j'avais quand même la peur permanente que les attentats reviennent, même si je pensais que c'était pas le cas. J'avais perdu une légèreté de vivre. Donc, d'un seul coup, je me suis dit, mais il peut rien m'arriver en fait. Et ça a duré pendant à peu près 48 heures, cette sensation. Et ça m'a donné la curiosité d'y retourner. J'étais assez intriguée, donc j'ai commencé à y retourner. Très rapidement, je me suis mise à y aller 3 à 4 fois par semaine. Alors que j'avais jamais eu de goût pour la moindre activité physique et encore moins pour la spiritualité. J'avais fait de la méditation en pleine conscience avec des applications comme Headspace, donc j'étais quand même un peu ouverte à ces sujets, mais j'avais pas encore rencontré quelque chose qui me plaise suffisamment pour le continuer sur un long terme. Et là, en fait, en quelques mois, je suis devenue complètement accro aux sensations récoltées et surtout au bien-être et aux prises de conscience qui étaient vraiment, mais les unes après les autres, je sortais de là et je me disais mais là je viens de découvrir quelque chose de fou sur moi, mais je vais faire différemment, etc. Donc voilà.
Écoute, j'aime beaucoup ton partage je vois des résonances avec ce que j'ai vécu moi quand j'ai découvert le yoga Kundalini. J'ai découvert le yoga Kundalini au tout début de la crise du Covid, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de personnes qui t'ont découvert et qui ont découvert tes cours, qui ont eu un énorme succès sur Instagram pendant cette crise du Covid. Moi, j'avais vraiment ce sentiment d'être embarquée dans un tourbillon de peur et d'angoisse pour mes enfants, pour ma famille, d'être coincée à 10 000 kilomètres des gens que j'aime le plus au monde parce que je suis aux États-Unis et ma famille est en France. Et donc, énormément de peur, d'angoisse, de stress. Et je me sentais embarquée dans ce tourbillon et je sentais vraiment que j'avais besoin d'avoir une pratique qui m'aide à être ancrée et le cœur ouvert. Et c'est vraiment ça donc j'ai découvert le Kundalini. Pour la petite histoire, j'étais inscrite pour participer au grand festival de yoga Kundalini qui devait avoir lieu à Malibu au mois d'avril et qui a été annulé. Et donc, j'étais très déçue de l'annulation. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet parce que j'y allais pour découvrir le Kundalini. Je savais que je voulais découvrir cette technique, mais je l'avais jamais pratiquée. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet les cours qui étaient possibles, vu qu'on était tous coincés chez nous. Et j'ai commencé à pratiquer. Et j'ai vraiment eu cette sensation, comme tu décris, d'ancrage, d'ouverture, de bien-être dans sa profondeur et dans sa puissance et dans sa douceur. Vraiment un retour au corps, un retour à la sensation du corps, à la sagesse du corps et une impression d'incarnation. Et j'aime ce que tu dis en disant j'ai l'impression d'être invincible. Moi, je dis le yoga Kundalini a sauvé ma santé mentale pendant cette année qui vient de passer. Je crois que je ne serais pas dans un état de santé mentale aussi serein, aussi ouvert, sans cette pratique que je pratique aujourd'hui 3 à 5 fois par semaine, tous les jours depuis 1 an, quoi. Ouais, bah, je suis convaincue en fait par la puissance de la technique et c'est vrai que moi qui ai vécu le premier confinement en France à Paris, sans accès au moindre jardin, sans accès du tout à la nature, et avec mon enfant adolescente qui est fille unique et qui du coup n'avait pas du tout accès au moindre ami, au moindre enfant de son âge. Oui, j'ai trouvé cette situation évidemment extrêmement particulière et confrontante. Et je ne peux que être d'accord avec ce que tu viens de dire et moi ça m'a permis de rester droite et de trouver de la joie intérieure même pendant cette situation qui était vraiment très étrange. Après, on n'a pas tous vécu les mêmes confinements, il y en a qui étaient très heureux de pouvoir enfin avoir du temps pour profiter de leurs enfants ou qui étaient à la campagne dans des situations plus agréables que d'autres. Mais dans l'ensemble, ça reste un moment un peu particulier dont on se souviendra tous, je pense, toute notre vie. Et moi, cette pratique, elle m'a tenue droite, oui. Et donc tu t'es formé pour devenir prof de yoga, Kundalini, et donc à ce début de confinement, tu as décidé de proposer des cours, si je me souviens bien, c'était tous les jours à 18h, quelque chose comme ça, ouais. Et donc d'offrir ces cours à toutes les personnes sur Instagram, et ça a connu un immense succès très rapidement. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont venues pendant tes lives, et ça, moi, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, parce que je savais ce que ça faisait pour moi, cette pratique, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est chouette que Lily puisse permettre de partager cette pratique avec autant de personnes. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est chouette qu'il y ait autant de personnes qui répondent. Et donc, je me disais, enfin, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que selon toi, ces participants venaient chercher? D'ailleurs, ils t'ont sûrement dit. Qu'est-ce que les personnes viennent chercher dans ces cours? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Alors, je pense qu'il y a une situation particulière qui était liée à la crise et qui faisait que d'abord la grande majorité des Français, mais aussi de gens qui étaient installés dans des pays étrangers et qui étaient en télétravail ou confinés chez eux, n'avaient pas d'autre choix que l'ennui. Et 18h, c'était finalement un moment où ils étaient disponibles. Donc d'abord ils étaient disponibles, ensuite on n'était pas 50 000 à proposer des choses, en tout cas dans le domaine du Kundalini Yoga. En France on n'était pas si nombreux en fait à
à tenir un live régulier. Moi, je l'ai pas fait au départ pour les autres, hein, je dois être très sincère. Quand le 15 mars 2020, j'ai décidé de partager une méditation, d'abord, je l'ai pas du tout envisagé comme un cours, mais plutôt comme un partage de pratiques pour pouvoir me retrouver avec mes élèves habituels. J'avais envie de pouvoir, comme j'avais pas accès aux salles de yoga puisqu'elles étaient fermées, je me suis dit que ce serait un bon moyen de se retrouver et de chanter ensemble, d'avoir l'occasion de méditer ensemble avec un mantra qui nous fasse du bien, qui nous soulage. Moi, j'en avais besoin et je me suis dit que peut-être d'autres élèves seraient partants. J'avais pas du tout l'espoir de toucher autant de gens. Je me suis juste dit, connaissant mes élèves, je sais qu'il y en a quelques-unes qui vont être heureuses de pouvoir faire ça. Et j'avais quand même peur d'être totalement ridicule, mais j'ai dépassé ma peur parce que l'urgence de me faire du bien était plus grande encore. Donc j'ai écouté simplement la voix en moi qui me disait fais-le, c'est nécessaire et partage. Donc j'ai fait ça et dès le premier soir, quand j'ai vu le nombre de gens qui étaient connectés, j'ai halluciné. Je crois que j'étais l'une des premières à faire un live. En fait, le dimanche 15 mars, on n'était pas encore tout à fait confinés. Et je me souviens très bien que c'était pas du tout la cohue des lives, hein. C'était, et je me suis dit, j'essaye. Et évidemment, j'avais un peu peur, mais moi, dès que je ferme les yeux et que j'ouvre l'espace en chantant le mantra Om Namo Gurudev Namo, j'entre dans un nouvel espace de conscience pour moi et du coup j'ai très vite mais immédiatement oublié si j'allais avoir l'air ridicule ou pas. Je m'en fichais pas mal et c'est vrai que quand j'ai vu à la fin le nombre de personnes cumulées, je crois que dès le premier soir on était 3000 et je me suis vraiment j'étais très étonnée moi-même, je me demandais pourquoi. Et puis tous les jours ça a continué à grimper jusqu'à atteindre des pics à 15 000 personnes certains soirs. Et je crois que, 15 000 téléphones, parce que des fois il y avait plusieurs personnes devant leur écran qui étaient devant le même écran, qui étaient en train de méditer ensemble. Ça a rapproché des familles, ça a permis à des enfants de garder contact avec leurs parents, même quand ils n'étaient pas confinés ensemble, parce qu'ils se donnaient rendez-vous. Il y a beaucoup d'amis, en fait, qui se donnaient rendez-vous aussi à 18h pour pouvoir se sentir connectés, liés, en fait, par le même mantra. Et qui, ensuite, ont même créé des groupes WhatsApp où ils se disaient alors, tu l'as fait ce soir, qu'est-ce que ça t'a fait? Moi, ça m'a fait ci. J'ai eu plein de témoignages comme ça et des captures d'écran de choses vraiment touchantes, d'enfants qui ont fait des dessins, de ce qu'ils ressentaient pendant les méditations, parce qu'ils participaient avec leurs parents. Et c'était assez mixte et familial en fait, c'était pas du tout juste un truc de filles, il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués dans ces méditations. Et je pense que ça a touché les gens parce que d'abord ça partait vraiment d'une intention sincère et généreuse, il n'y avait pas du tout de désir en retour de quoi que ce soit, de ma part en tout cas. Il n'y avait pas du tout de stratégie, c'était pas une opération de communication, on était dans un état d'urgence, on avait besoin de nous soutenir. Et donc, je pense que ça, les gens l'ont bien ressenti. Et ensuite, ils étaient ouverts parce que eux-mêmes, ils étaient dans une situation de grande détresse. Probablement que si je leur avais proposé un mois plus tôt, j'aurais eu déjà moins de gens présents, mais beaucoup plus de gens qui se seraient moqués. Or, là, il y avait un côté, tu sais quoi, ça va tellement mal, et je vais essayer ton truc, on verra bien. Et puis, voilà, c'est... Du coup, on a parlé de plusieurs choses et je me dis, il y a quelque chose qu'on n'a pas, une question que je t'ai pas encore posée. Est-ce que tu parles des mantras, tu parles de se moquer? À quoi ressemble un cours de yoga Kundalini? Donc, en effet, il y a des mantras dans le yoga Kundalini. Donc, un mantra, tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un mantra. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? À quoi ça ressemble un cours de yoga Kundalini? Donc, on entre dans un cours, on va, comme dans tout type de yoga, commencer, on est assis en tailleur et on va ouvrir l'espace, les mains serrées l'une contre l'autre en prière. On va chanter un mantra qui est Ong Namo Gurudev Namo. C'est un mantra en Gurmukhi qui signifie « je m'incline devant ma conscience, ma sagesse infinie qui est à l'intérieur de moi, qui elle-même va s'aligner avec la conscience universelle ». Donc je m'incline devant ce processus qui me permet de passer de l'ombre à la lumière. La conscience, c'est juste ce qui me permet de prendre conscience, de me rendre compte de quelque chose. Donc cette capacité, je l'ai à l'intérieur de moi, on s'en sert tous les jours. Mais là, je viens la cibler en particulier et je m'incline devant ça. Donc ça se chante 3 fois. Une fois qu'on a ouvert l'espace,
On va faire des exercices de respiration. Ensuite, on va avoir une phase avec un petit échauffement, dont pas tous les cours, mais beaucoup de cours quand même proposent un échauffement, avec des mouvements circulaires du bas de la colonne vertébrale, des torsions de gauche à droite pour pouvoir permettre d'ouvrir l'espace de la cage thoracique. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un kriya, c'est-à-dire un set de postures, donc plusieurs postures enchaînées, qui vont cibler soit un organe, soit une énergie particulière dans le corps. Ces kriyas vont faire appel à des postures issues de yoga très classiques qu'on a l'habitude de connaître, et puis d'autres postures qui peuvent paraître un peu plus farfelues, parfois un peu issues d'un côté un peu gym tonique, quoi. Il y a un côté comme ça de temps en temps qui peut être très abdos, avec des mouvements répétés. En fait, tous ces kriyas sont très anciens et ils vont simplement nous permettre de neutraliser le mental. C'est-à-dire qu'on est tellement occupé avec le corps, on l'a bougé, et donc toute la biochimie du corps se transforme au moment où on la mobilise dans tous les sens. Quand on reste stagnant tout le temps assis derrière sa chaise, c'est pas anormal qu'on soit déprimé à la fin de la journée, c'est juste que le corps n'a pas été en mouvement, on a besoin de le secouer, de le mettre en mouvement pour que la biochimie change dans le corps. Donc c'est ce qu'on fait d'abord avec le kriya, le set de postures, et on termine par une méditation qui peut être soit silencieuse, soit utiliser le chant pour accompagner la méditation, ce qui est très souvent le cas. Et au lieu de chanter, les paroles d'une chanson populaire, on chante des paroles d'un mantra. Donc un mantra, c'est un texte assez court. Il peut être plus ou moins court d'ailleurs, il y en a certains qui sont longs. Qu'on va répéter, donc on appelle ça le japa, c'est le fait de répéter plusieurs fois, et on va transcender le mental, donc c'est une méditation qui transcende le mental à travers l'utilisation du mantra. Le mantra, il va évidemment avoir un sens, mais c'est pas le sens auquel on reste attaché, parce que si je schématise tous les sens, ils vont toujours dans la même direction, à savoir l'amour sans condition, le pardon pour soi, la compassion pour les autres, etc. Mais ce qui est important, c'est que les syllabes prononcées dans la bouche vont venir activer des méridiens qui sont sous le palais et qui vont eux-mêmes pianoter des codes, un peu comme un GPS, un peu comme un circuit qui va donner des informations aux glandes endocriniennes qui sont juste au-dessus, au niveau du cerveau. Et donc tout ce parcours de chant et de son, à la fois la vibration du chant va nous permettre de nous apaiser, et ça c'est dans toutes les cultures. Tous les bébés du monde sont bercés dans les bras de leurs parents à un moment par un chant, que ce soit un A, un O. Tout de suite, en fait, les bébés se calment au contact de leurs parents lorsqu'ils ont des voix qui leur chantent. Donc on s'auto-berce nous-mêmes déjà avec le son, mais aussi avec les syllabes et la manière dont la langue va venir se positionner sur le palais, on va pouvoir actionner, stimuler des glandes endocriniennes et donc changer. C'est pas simplement changer le sens en martelant des mots qui sont positifs pour aller à l'encontre des pensées négatives. C'est pas juste ça, c'est qu'il se passe quelque chose de physique dans le corps. Donc on va l'accompagner soit d'un mudra, c'est-à-dire de gestes avec les doigts, qui vont encore une fois actionner les méridiens dans le corps, donc actionner certaines fonctions qui sont reliées à ces méridiens, soit avec un geste qui là encore va venir peut-être jouer sur les glandes surrénales, ou bien on va placer son regard pendant qu'on est en train de chanter au niveau de la racine du nez pour que les globes oculaires viennent appuyer et avoir une action sur la glande pituitaire qui se trouve derrière, à l'arrière du cerveau. Donc en fait c'est pas juste un truc frappadingue qui a l'air un peu bizarre comme ça de l'extérieur. C'est extrêmement réfléchi et c'est basé sur la géométrie sacrée, la géométrie des angles du corps et de la géométrie sacrée qu'on retrouve dans toute la nature et dans l'univers tout entier. Et donc quand les neurosciences s'intéresseront vraiment en détail au Kundalini Yoga, je pense qu'on risque d'avoir des résultats extrêmement intéressants et qui pourront montrer et
convaincre, on s'en fiche, mais en tout cas qui pourront démontrer que il se passe des choses qui sont pas juste dans la tête des gens, il se passe des choses physiquement. Oui, et en fait, moi, ce que je découvre et ce que tu nous expliques, c'est que ça contribue vraiment à notre équilibre émotionnel, à notre équilibre mental. Il y a vraiment ce sentiment de changement de fréquence vibratoire. Alors voilà, c'est pas prouvé scientifiquement, ça serait très très intéressant en effet que les sciences s'intéressent à tout ça. Mais il y a cette notion de changement de fréquence vibratoire. En même temps, on peut le mesurer assez facilement. Aujourd'hui, on sait mesurer la fréquence vibratoire des plantes, des aliments. On a des instruments en fait qui nous permettent de savoir que quand on vibre de la peur, on a une fréquence vibratoire qui est très basse, et quand on vibre de la joie, on a une fréquence vibratoire qui est beaucoup plus élevée. Et il y a ce qu'on peut mesurer, mais il y a ce qu'on ressent. De toute façon, l'idée, c'est juste, quelle que soit la technique qu'on emploie, le corps va répondre de manière assez claire. Si en sortant d'un cours, on a beaucoup plus de détente dans le corps, on a un sentiment même si on a eu une libération émotionnelle et que ça peut arriver dans un cours de yoga Kundalini, parfois on pleure parce que on relâche en fait une émotion qui était restée stockée depuis longtemps. Mais si le sentiment à la fin du cours c'est un mieux-être, que le corps est plus détendu qu'avant, des fois on a l'impression d'avoir mieux digéré, alors qu'on n'a rien mangé de particulier, mais ça y est, on se sent soulagé. Là, c'est la réponse valable du corps, en fait. C'est qu'est-ce que le corps dit à tout ça. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas ni l'apprécier, ni qui n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà leurs propres outils. Donc, je crois que si on a déjà sa boîte à outils, c'est pas la peine d'aller ouvrir celle-ci, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Alors, on a commencé cet épisode en parlant de cette haine du corps, de ce détachement du corps et de l'esprit. Et donc, est-ce que moi, ce que je ressens pour moi dans ma pratique, c'est que vraiment cette pratique de yoga Kundalini et pour moi fonctionne très très bien pour faire cette communion du corps et de l'esprit et pour permettre ce retour au corps, et à partir de ce retour au corps, j'arrive à nourrir mon esprit, à élever mon esprit, à ouvrir mon esprit. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça ? Oui, moi je crois que l'essentiel c'est d'être en contact avec ce que l'on ressent, corporellement, émotionnellement. Le salut pour moi essentiel, c'est de résister aujourd'hui à une société qui nous propose de ne pas ressentir. Oui. On est sans arrêt appelé à nous priver de nos émotions et à les nier parce que on nous propose et je suis cliente de tout ce que je vais citer, mais de regarder des séries, de les binge-watcher les unes après les autres pour ne pas ressentir, de manger pour ne pas ressentir, d'être sans arrêt en train de faire quelque chose pour ne pas ressentir. Or, là, pendant 1h30, on est très au contact de notre ressenti. Moi, j'utilise beaucoup la méditation en pleine conscience au cours des cours de Kundalini Yoga. Tout le monde le fait pas parmi les profs. Moi, ça, c'est ma manière d'enseigner. Mais pour moi, c'est très important de permettre à chacun d'observer ce qui est en présence, d'observer à quel endroit du corps il y a quelque chose qui est en train de se dérouler, d'observer comment l'énergie circule dans le corps. En fait, on a un système sensoriel qui est ultra élaboré et on ne s'en sert pas, on n'apprend pas aux enfants à s'en servir. Et donc, si nous, on s'entraîne chaque jour à prendre 5 minutes régulièrement pour se dire, tiens, là, comment je me sens, où est-ce que j'en suis, c'est quoi les émotions en présence, et de ne pas fuir ce qui est désagréable, ce qui fait peur, le vide. Et là on a un accès au plein de soi parce que en ressentant, si on se détourne pas, on se rend compte que finalement ce qu'on redoutait le plus n'est pas si grave, on peut le traverser très facilement. Donc les appréhensions qu'on a à l'idée de ressentir pleinement sont beaucoup plus grandes que les émotions qu'on a à vivre et à traverser.
Et c'est là qu'on a les plus beaux portails pour transformer et avoir accès à tout ce que l'on est, aux trésors qui sont à l'intérieur de nous. Donc pour moi, c'est un yoga qui évidemment vient libérer les émotions qui étaient restées stockées, qui vient travailler sur la transformation des énergies non résolues qu'on porte avec nous, mais c'est surtout un yoga qui nous donne accès à qui on est, et on se rend compte qu'on n'a rien besoin de faire pour être cela, parce qu'on l'est déjà, on est déjà arrivé. On passe juste nos journées à oublier qu'on est déjà arrivé. Il n'y a pas d'endroit où aller, on y est déjà. Donc vraiment un appel à aller vers les ressentis de notre corps plutôt que de les fuir ou de les ignorer. Donc ça, c'est vraiment cette invitation. Alors pour ma part, j'ai aussi découvert que le Kundalini pouvait m'aider à réveiller et à canaliser mon énergie sexuelle. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur ce sujet ? En fait, le Kundalini, la Kundalini, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, en fait, elle sert à plein de choses dans le corps. C'est celle qui est engagée lorsque on se sent attaqué, on va aller faire appel en fait à ce stock d'énergie vitale. Elle est engagée dans toutes nos fonctions vitales, quand on a faim, quand on a envie de quelqu'un, quand on a un désir. Enfin, cette énergie de Kundalini, on la retrouve dans plein de fonctions, et du coup forcément elle est aussi liée à l'énergie sexuelle qui circule dans le corps. L'idée là, c'est parce que quand on dit ça, il y a plein de fantasmes qui se créent. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont avoir des orgasmes multiples en venant dans un cours de Kundalini Yoga. J'exagère pas. Il y a des gens qui se font vraiment des espèces de films complets sur ce que peut être un cours. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont une intention qui est pas forcément très alignée, qui viennent chercher des choses dans un cours de Kundalini Yoga qu'ils ne vont malheureusement pas trouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on va travailler à maîtriser cette énergie, à savoir comment l'utiliser pour la mettre au service de notre créativité, de l'amour de soi, de l'amour des autres, de la compassion, etc., et de notre intuition, plus on va équilibrer toutes les fonctions vitales dans le corps. Donc on va équilibrer évidemment nos sensations de faim et de satiété, mais on va équilibrer aussi l'appétit dans la sexualité. C'est-à-dire que si on n'avait pas beaucoup de libido, ça risque de l'augmenter. Si on n'en avait pas assez, si on en avait trop, ça risque de l'apaiser aussi. Donc forcément ça va avoir un lien, mais c'est pas un outil pour ça en particulier. Non. C'est juste que le bénéfice, toutes les fonctions vitales vont bénéficier en fait de cette harmonisation de l'énergie dans le corps. Oui, et moi j'ai envie de dire, de mon vécu, c'est aussi le fait que je pratique ce rendez-vous avec mes ressentis quand je fais ma pratique de yoga Kundalini, et que j'ai ce retour à moi, ce retour à mon corps, forcément ça m'amène à être plus présente dans toutes les situations de la vie. Dans toutes les situations de la vie, y compris donc quand je m'engage sexuellement, mais aussi professionnellement, partout, dans tous les domaines de ma vie. En fait, c'est juste, pourquoi on appelle ça le yoga de l'éveil de la conscience, c'est que c'est juste de mettre de la conscience partout, dans toute situation, même lorsque on est en train de discuter ensemble, de s'engager pleinement en fait dans une conversation où on essaye pas de porter des masques, mais de se rendre compte du niveau de communication avec lequel on est. Donc quand on parle avec quelqu'un, quand on fait l'amour avec un partenaire, quand on est en train de partager un repas, ou quand on est en train de parler à ses enfants, quel niveau de conscience on peut mettre. Et donc forcément ce yoga, il va avoir des répercussions sur tous les niveaux et les dimensions de la vie. Dans les projets professionnels aussi qu'on a, souvent il y a des gens qui étaient beaucoup dans la procrastination et qui se rendent compte en pratiquant beaucoup ce yoga qu'ils finissent par avoir beaucoup plus de facilité et d'aisance à réaliser leurs projets.
aussi dans l'abondance, dans la relation qu'on peut avoir avec l'argent, que d'un seul coup il y a beaucoup plus de fluidité, qu'on a pris conscience dans les cours qu'on était héritier de beaucoup de sentiments de honte par rapport au fait de gagner de l'argent ou d'en avoir, et que ça aussi on pouvait s'en libérer. Donc on prend conscience des programmes limitants avec lesquels on évolue dans la vie, et à partir du moment où on en est conscient, ça va être très difficile de faire comme avant, parce que on l'entend en fait, on s'en rend compte. Donc là où je voulais juste mesurer ta question, c'est que oui, évidemment que ça va changer des choses dans la relation à la sexualité, mais on a beaucoup caricaturé ce yoga ces dernières années, et c'est aussi probablement ce qui a fait sa réputation et son succès, mais ce serait dommage en fait que ce que les gens retiennent, ce soit que le yoga Kundalini en fait va métamorphoser la libido. C'est pas un yoga qui est fait pour ça, c'est juste que ce sera probablement l'une des conséquences, mais ce sera pas la seule. Après, forcément, quand on est plus présent à soi-même, on est plus présent aux autres, et tout le monde en bénéficie autour de nous. Oui. Bien évidemment, on est bien d'accord, Lily Barbery. On est donc à la fin de cet épisode aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé continuer. On pourrait parler pendant des heures. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent découvrir tes cours, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Alors, s'ils veulent découvrir des sessions de méditation gratuites, ils peuvent aller sur mon compte Instagram, donc Lily Barbery. Sur ce compte, il y a un bouton avec mes vidéos IGTV, et là, il y a plein de méditations qui ont été enregistrées, de live, pour pouvoir essayer. Sinon, ils peuvent me retrouver sur Zoom. Donc, j'ai un site qui s'appelle lilybarbery.com, et dans la page planning, il y a mes cours en ligne qu'on peut acheter. C'est des cours d'1h30. C'est pas exactement comme ce que je partageais sur Instagram. C'est un peu plus long, un peu plus engageant. Donc, je fais des cours avec 2 différents types de niveaux. Soit tout niveau, soit un niveau avancé qui ne correspond pas à un niveau marathonien ou olympien pour les gens qui font du Kundalini Yoga. C'est juste plutôt ça s'adresse à ceux qui ont déjà fait 3-4 cours en fait, et qui ont compris comment fonctionnait par exemple la respiration du feu. Donc dès qu'on a fait 3-4 cours en débutant, on peut se diriger vers les cours de niveau avancé, ce qui veut pas dire grand chose dans le yoga parce qu'on n'est jamais avancé, hein, on est toujours débutant toute sa vie. Oui. Mais voilà. Donc voilà. Et puis j'espère que dans quelques mois nous pourrons nous retrouver en vrai. Moi j'ai très envie de grandes pratiques à l'extérieur, ou dans des salles atypiques, de faire sortir le yoga des murs des studios pour qu'on puisse le découvrir ailleurs. J'avais fait des méditations au cinéma. Je vais continuer ça dès que ce sera possible. Malheureusement, pour le moment, ça l'est pas. Donc, pour le moment, on se retrouve encore en ligne. Et puis, même quand la vie reprendra normalement, je continuerai à proposer des choses en ligne, parce que c'est ce qui est merveilleux dans les crises, c'est qu'on apprend à utiliser des outils qu'on n'aurait pas connus sans ça. Et j'ai beaucoup de plaisir à enseigner à des élèves qui sont à l'autre bout du monde ou en province et qui n'ont pas accès à des studios. Et quant à mes élèves à Paris qui n'avaient pas de place dans mes cours, je suis aussi hyper contente de pouvoir partager ces techniques avec tous ces gens. Super, écoute, merci beaucoup Lily, et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour en vrai, quand ce sera possible de voyager. Moi aussi, j'ai très envie de repartir à Los Angeles, j'ai tellement d'amis là-bas, donc très envie. Super, formidable, merci beaucoup. Si les thèmes de la santé et du bien-être corporel, émotionnel et spirituel vous intéressent, alors je vous invite à écouter l'épisode 38, intitulé « J'arrête de me sentir fatiguée », ainsi que l'épisode 33 sur l'onde orgasmique du Butao et l'épisode 27, Découvrir le Tantra. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt
pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.